Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Cette semaine, je reçois Raphaël Griffon au micro de Rayonnante. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Raphaël est joaillier et créateur de la bijouterie qui porte son nom. Mais à 45 ans, Raphaël est un joaillier pas tout à fait comme les autres. Formé en génie électronique, passionné de piano, grand voyageur, a priori, rien ne le destinait à reprendre la joaillerie familiale. Mais c'était sans compter un voyage en Guyane. Alors lorsque son père lui passe le flambeau, il décide de faire quelque chose qui lui ressemble et il entreprend à sa manière. Et le succès est au rendez-vous. Dans cet épisode, Raphaël nous dévoile les secrets de son métier. Il nous raconte l'histoire de cette famille de joailliers depuis 4 générations, nous parle des dérives liées à cette industrie et à travers celle-ci de son engagement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se trouve dans ton atelier, l'atelier de ta bijouterie joaillerie que tu as reprise en 2012 à la suite de ton papa. Alors tu vas nous raconter pourquoi tu as rejoint cette aventure familiale, comment tu as apporté ta pierre à l'édifice et fait évoluer cette bijouterie, la bijouterie Griffon. On va prendre aussi le temps de découvrir cet univers avec toi et à travers celui-ci tes engagements. Alors je vais commencer d'abord par parler de toi, par te faire parler de tes origines, de ton parcours. En fait, j'aimerais savoir qui es-tu et ce que tu as fait avant de rejoindre cet univers. Et pour ça, j'aimerais qu'on commence par parler de ta famille, puisque du coup la joaillerie est un virus familial. Alors raconte-nous comment est-ce que tout ça a commencé et qui en est à l'origine. En fait, ça a débuté, donc mon arrière-grand-père était joaillier chez Cartier. Moi, durant toute ma jeunesse, en fait, je suis né à l'époque où mon papa était agriculteur. Il avait été joaillier avant, il avait quitté le métier, il est parti en agriculture. Et moi, de mes 0 à mes 11 ans, j'ai vécu dans une ferme. Donc j'étais très attaché à la terre. Et puis on est revenu sur Nantes. Mon père travaillait, mais on avait un peu interdiction d'aller le voir parce qu'il était salarié. Et donc, pour pas le déranger et déranger les autres salariés, on avait interdiction de venir voir. Donc, en fait, j'ai découvert extrêmement tard son métier. Et je l'ai découvert, en gros, à l'âge de 20 ans, en revenant de mon service national. Et il avait besoin d'aide. Je bougeais beaucoup, je sortais beaucoup. Et en fait, j'avais un réseau, entre guillemets, de communication qui était plus fort que lui. Et donc, je me suis dit, il a décidé un jour de s'installer, de se mettre à son compte. Et en fait, c'est moi qui m'occupais principalement d'aller chercher la clientèle, quoi, tout simplement. Et donc, c'est là où j'ai découvert le métier. D'accord. Mais alors du coup, tu avais baigné dans cet univers petit, mais c'est pas forcément le métier auquel tu te destinais au départ, c'est ça ? En fait, au départ, comme pas mal de gosses, en fait, je cassais plein de choses. Je démontais tout, mes voitures et tout, l'électricité. Je me faisais en permanence engueuler par mes parents. Et puis, j'ai fait des études dans le génie électrotechnique. Donc, c'est des robots où il y a la construction de robots, par exemple, qui vont souder des carrosseries de voitures. On voit des voitures qui avancent, qui se fabriquent au fur et à mesure. C'est ce genre de ça. C'est de la programmation, de l'électronique. Enfin, c'est un peu technique. Je suis parti faire mon service national et au retour, en fait, c'est là où j'ai tout abandonné. Je me suis dit, en fait, j'ai une formation de technicien. Mon cerveau et voilà, toute la partie technique, je suis prêt et j'ai viré sur le côté de la joaillerie juste à mon retour de mon service national. Donc j'ai fait électrotechnicien joaillier. Et justement, donc on va parler de ce voyage au cours de ton service militaire, puisque notamment sur ton site internet, tu écris « Au cours d'un voyage en Guyane, je fais la rencontre d'un orpailleur et là, c'est la révélation. De retour en France, c'est décidé, je veux changer de métier et devenir joaillier. » Alors parle-nous un peu plus de cette rencontre. En fait, donc j'étais dans les troupes de marine en Caraïbes et on est parti faire un stage sur la Guyane et donc il y avait des opérations. Alors nous, on ne savait pas parti, mais des opérations contre l'orpaillage clandestin, déjà à l'époque. Et on est arrivé donc sur une mine d'or officielle et là j'avais pu discuter en fait avec le patron d'une mine et je me suis dit mais en fait mon père est joaillier, là je vois une mine d'or et en fait c'est la base du métier de celui de joaillier puisque c'est la matière première. Et en fait j'ai envie de fabriquer mon métier, c'est-à-dire que je vais peut-être fabriquer des bijoux mais je vais aller chercher ma matière parce que j'adore l'aventure. À l'âge de 22 ans, j'avais passé mon brevet de pilote d'avion, donc je me suis dit, en fait, en même temps, je vais pouvoir louer un avion et partir à l'autre bout du monde. En fait, je vais pouvoir mélanger toutes les passions que j'ai pu mettre au sein de mon métier. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? Alors moi, mon service national, je l'ai fait genre à 21 ans, je crois. 21 ans. Donc, j'ai dû commencer la joaillerie à 22-23 ans, à peu près.
Ouais, d'accord. Donc à ce moment-là, tu rentres en France, donc à 21 ans, et du coup, tu te dis, ça y est, je vais devenir joaillier, et donc tu reprends une formation. Donc je prends une formation à l'école de Saumur. Donc il y a une formation, une école de joaillerie à Saumur où mon père était intervenant pendant plus de 20 ans. Et donc je change complètement de voie. Et donc là, c'est CAP, BEP, BMA. Alors moi, j'ai pas fait ça, hein, donc c'est brevet des métiers d'art, mais moi j'ai fait donc bijouterie, joaillerie, gémologie. Donc j'ai voulu me spécialiser dans la gémologie, l'étude des pierres précieuses. Puis ensuite, je me suis lancé dans le métier. Et donc tu dis, on apprend quoi concrètement dans ce type d'école? Donc tu dis l'étude des pierres précieuses. Alors là, en fait, la différence entre bijoutier et joaillier, par exemple, le bijoutier va mettre en valeur le métal. Une chevalière, une alliance, c'est ce qu'on considère comme un bijou. Même s'il y a une toute petite pierre dessus, ça reste un bijou. Et la joaillerie, là, c'est l'art de mettre en valeur les gemmes. C'est-à-dire que le joaillier, lui, va mettre au contraire le métal de façon très discrète pour qu'il puisse sertir des pierres, des diamants, des saphirs, tout ce qu'on veut. Donc ce sont deux métiers qui sont très liés, mais qui sont quand même différents. Et puis sur celui gémologue, alors là, c'est un autre métier qui a rien à voir, c'est scientifique, c'est plutôt scientifique. C'est-à-dire que c'est une base où on va utiliser, on va se rappeler de ses cours de, je sais pas, troisième ou seconde sur l'optique, les indices de réfraction, alors les trucs qui ont dit, mais à quoi ça sert? En fait, c'est vraiment hyper utile, parce que quand on doit détecter si une pierre est vraie ou d'une fausse, ou savoir ce que c'est, c'est comme, moi, quand j'explique ça à mes salariés, je dis c'est comme une enquête policière. Je dis voilà, vous imaginez, vous avez une pierre, vous devez savoir si pour l'innocenté, vous devez savoir son nom, et bon, on va chercher la densité, l'indice de réfraction et tout. Et donc, en fait, ça devient vraiment plus sympa à regarder, en fait, à étudier. Et c'est une formation qui dure combien de temps du coup? Alors, c'est une formation qui dure 2 ans. Et après, sur Nantes, alors moi, je ne l'ai pas faite, mais je travaille en collaboration avec le laboratoire de française gémologie, qui est un centre de recherche à Nantes, qui est très connu dans le monde. Et donc, dès qu'il y a des nouvelles recherches, une nouvelle pierre qui a été découverte, un nouveau traitement, à ce moment-là, le monde le sait tout de suite, parce qu'en fait, il y a des publications. Et donc, comme c'est sur Nantes, c'est sympa parce qu'on connaît toute l'équipe et on ne peut pas dire qu'on travaille ensemble, mais on est au courant. Dès qu'il se passe quelque chose, en fait, on est au courant immédiatement. Et une fois donc, que tu as fini cette formation, tu as rejoint la bijouterie Griffon, donc ton papa. Est-ce que c'était une évidence pour toi de travailler en famille? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, j'étais pas du tout prêt à ça. Moi j'avais du caractère, mon père a du caractère, on s'est dit ouais, ça fait des étincelles, et en fait ça en a fait un petit peu, forcément, ce serait de mentir de dire que... Mais en fait très peu, assez peu, parce qu'il y avait quand même la reconnaissance du savoir-faire que moi je n'avais pas du tout, donc c'est un apprentissage qui se fait vraiment dans le temps. Hein. Pour faire un joaillier, c'est 10 ans. Hein. C'est à peu près 10 ans, mais beaucoup dans l'artisanat en général, c'est à peu près 10 ans. Et donc, il m'a appris toutes les techniques que lui connaissait au fur et à mesure. Et puis moi, j'ai apporté des nouvelles techniques. Et pourquoi au départ tu as fait ce choix du coup de le rejoindre lui plutôt que d'aller dans une autre bijouterie sur la place nantaise? Et en fait, je me suis pas posé la question. C'est-à-dire qu'en gros, comme mon père, donc il a été salarié d'une société sur Nantes, il en a eu marre de travailler dans cette société-là, et il n'avait pas les moyens de s'installer. Et un jour, il a eu, je sais plus, c'était un héritage de 10 000 euros. Et il s'est dit, en fait, je vais monter ma boutique, je vais faire... Et donc, je l'ai aidé, en fait, au départ. L'idée, c'est de l'aider. J'étais pas prêt à rentrer dans la joaillerie. Mais il s'est dit, en fait, si je rentre avec lui et que je fais de la communication, en fait, je vais voyager. Enfin, voilà, c'est là où je me suis dit, c'est un engrenage. Et je vais travailler avec lui. Et je vais concevoir. Dans la famille, il y a toujours un côté hyper artiste. Donc, le dessin, enfin, tout ça, on était habitués. Donc, en fait, c'est venu assez naturellement. Parce que vous êtes une fratrie de combien d'enfants? Alors nous, on est 4 enfants. 4 enfants? On est 4 enfants, mais il y a toujours eu de la musique, du dessin, c'était l'éducation sans la télévision. Donc si on n'a pas de télévision, si on s'ennuyait, c'est très bien parce qu'on devenait créatif. Donc c'était ça aussi. Il y avait, quand on est à la campagne, on s'amuse avec un pneu, on s'amuse avec un petit morceau de bois qu'on va faire flotter, et on trouve ça aussi intéressant que d'avoir des Playmobil. Donc en fait, c'était là, je devenais créateur. Et c'est à ce moment-là qu'est venue ta passion pour le piano, qui est ton autre passion, j'imagine. Alors j'avais cette passion-là avant, en fait. J'ai écouté un air, je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans, un air de William Scheller, c'était Un homme heureux. Et j'ai entendu ce morceau-là, je me suis dit, ok, je vais jouer au piano. Et donc j'ai commencé à jouer au piano, et ça fait très longtemps que je joue au piano, et j'y joue tous les jours puisqu'il y a un piano dans l'atelier. Ouais, j'y joue absolument tous les jours, j'écris, je compose, et parfois il y a même, je dessine une bague, et je dis tiens, il y a un morceau qui va avec cette bague-là. Donc j'écris un petit morceau qui va avec la bague. Ah oui, donc tu associes les deux, quoi. Bah ouais, le but c'est ça, c'est la création. Et... Ok. Et alors du coup, si on revient sur ton histoire avec la bijouterie Griffon, donc en 2012, après plus de 10 années de travail avec ton papa, ton père te transmet définitivement
visiblement le flambeau, et donc tu prends la tête de cette bijouterie, si je ne me trompe pas. Quelle était, toi, ton envie à ce moment-là ? En fait, j'avais pas une envie précise. C'est le moment où je me suis dit, en fait, il faut passer le pas et je vais devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'en gros, je voyais mon père faire avec toutes les qualités et tous les défauts en disant, en fait, je vais essayer de reprendre le flambeau parce que relancer une autre génération, c'est aussi intéressant dans l'artisanat. Ça donne ça donne un atout en plus à la connaissance. Et donc, j'ai pas dû réfléchir très longtemps et je me suis dit ok, c'est parti, banco, on lance. Je me fais peur. De toute façon, il faut savoir, c'est un gérant, il se fait peur. Si vous faites pas peur, en fait, vous ferez pas grand chose. Donc on se fait peur, mais par contre, c'est des peurs qui sont calculées, forcément. On maîtrise pas tout, mais on en maîtrise peut-être 80%. Et puis ok, on se dit on se lance à l'eau et on verra bien. Mais ça devrait bien se passer. Et alors du coup, on va s'intéresser un petit peu plus à votre travail, à votre quotidien, à votre style et puis aussi aux clés du succès de cette bijouterie-joaillerie. Donc raconte-nous un peu comment est-ce que vous travaillez chez Griffon. Nous, on travaille, alors principalement, je dis, c'est le côté humain en premier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un coup de cœur entre le client et le créateur envers le client. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de travailler. Ouais. Et ça fonctionne avec tous les créateurs, que ce soit dans la joaillerie ou autre part. Il faut qu'il y ait une connivence extrêmement forte, une compréhension, et que la personne qui vient chez vous se lâche totalement. C'est-à-dire que si elle vient vous faire un bijou, il y a une raison. Et parfois, il y a une raison hyper profonde et on le sait quand la personne ne le dit pas, le détail. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises en disant mais en fait je sens qu'il y a quelque chose qui vous voulez dire dans quelque chose dans votre bijou mais vous ne le dites pas. Alors soit parce que c'est très intime, soit parce que c'est très douloureux, et en fait quand la personne se lâche, en fait c'est là on dit ok, j'ai parfaitement compris ce que vous voulez, maintenant je vais vous dessiner le bijou. Et en fait c'est ce qui donne toute la tonalité du bijou qui va être créé. C'est plus un bijou, c'est une émotion. C'est une émotion qui a été transmise par une pierre, par un mot, par un voyage, et ça, c'est la chose, c'est primordial en fait dans la création. Aujourd'hui, on a énormément de travail et je peux faire le choix de dire oui ou non à un client. Et si je dis non, alors ça reste relativement rare, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui ne passe pas et que, alors soit ça passe pas avec moi, ça peut arriver, et je dis tiens, j'appelle un de mes salariés en disant écoute, est-ce que tu peux tenter, et parfois ça marche. Donc c'est une histoire de personnalité aussi, ça joue. Et donc à chaque fois, c'est le facteur humain. Et c'est passionnant. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a une vraie dimension d'introspection, du coup. Tu limites un peu psy, en fait. Tu discutes avec les gens, Ouais. tu essaies de cerner les personnalités, de cerner les attentes au mieux à travers leur histoire, en fait. Ouais. En fait, au travers de votre bijou, qu'est-ce que vous voulez raconter qu'est-ce que vous voulez transmettre? Parce que vous allez le transmettre peut-être, ou pas du tout. Mais donc, c'est super important dans la création. Et vous, j'imagine que vous apportez quand même votre patte, votre touche. Il y a un style à l'atelier Griffon ou... Oui, il y a un style. Ouais. Il y a un style, mais pourtant c'est assez étonnant parce que en fait les demandes sont tellement diverses et variées. Donc nous on a des bijoux qui partent aux États-Unis, qui sont partis en Corée ou qui vont partir en Belgique. On a de plus en plus de bijoux qui partent à l'extérieur. Et donc il y a ou des Indiens ou qui sont partis au Maroc. Donc en fait il y a des styles tellement différents qu'on peut pas dire tiens ça vient de chez Griffon parce que la demande a été très différente. Mais par contre dans le style de fabrication, oui. Mais ça faut vraiment avoir l'œil pour le voir. D'accord. Mais oui, il y a souvent quelque chose qu'on peut reconnaître. Ouais. Donc ta clientèle, elle n'est pas uniquement nantaise en fait. Ah non. Ouais. En fait, majorité nantaise, donc j'ai un bureau à Paris. Mmh. J'ai un bureau à Paris, ce qui fait qu'en fait on se développe aussi également beaucoup là-bas. D'accord. Il se trouve où à Paris ? Alors je donne pas l'adresse parce que c'est un bureau chez un diamantaire, donc c'est dans le 9e, et donc j'y vais 1 à 2 fois par mois et je donne tout, donc à chaque fois je donne l'adresse au dernier moment. Mais en fait donc ça nous permet nous développer énormément aussi sur les réseaux parisiens et la couronne de Paris, mais également en allant sur Paris on développe aussi sur l'international. Voilà. Okay. Donc là, le but aussi, c'est on travaille pour les Nantais, mais on ne travaille pas que pour les Nantais. Et l'atelier, je veux qu'il reste vraiment à Nantes. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a un lieu juste incroyable. J'ai mis un temps fou. J'ai pris beaucoup de risques pour avoir ce lieu. Et en fait, il fait rêver autant les gens qui viennent que les salariés et que moi quand je viens. En fait, c'est un endroit hyper apaisant. On voit les joailliers travailler à l'extérieur, donc je voulais mettre en valeur les joailliers, les artisans, c'est ça qui est hyper important chez nous. Il n'y a pas que le patron qui dessine, il y a en fait c'est toute une équipe et c'est l'équipe qui fait qu'on fait du beau travail.
Tu casses un peu les codes de la joaillerie classique avec justement ces ouvertures, ces grandes baies vitrées qui donnent sur la rue où on voit travailler justement tes bijoutiers joailliers. C'est une vraie volonté de ta part. Oui, en fait, je voulais casser les codes dans le sens que la joaillerie, on imagine le responsable arriver en costard-cravate avec des souliers bien vernis. Et en fait, moi, je me considère plutôt comme un homme de terrain. C'est-à-dire que j'adore, là, je reviens d'Amazonie, je suis tombé dans la boue jusqu'en haut des cuisses. Je dis pas que je viens venir comme ça à l'atelier, mais en fait, les gens, lorsqu'ils viennent dans un atelier, ils viennent voir aussi les mains sales, les mains qui ont travaillé, qui ont sculpté, qui ont forgé. Et donc, en fait, on casse les codes et les gens recherchent ça. Les gens recherchent de plus en plus le côté vrai en disant bon, c'est très bien dans une vitrine, c'est très beau dans une vitrine, mais c'est pas fabriqué derrière. Là, nous, c'est vraiment fabriqué au sein de l'atelier. Donc tu dirais que c'est ce que ta clientèle recherche aujourd'hui ? C'est ce que la clientèle recherche aujourd'hui et c'est ce qu'elle recherche de plus en plus en fait. C'est un nouveau regard sur la connaissance de la matière et les gens nous posent des questions sur la connaissance de la matière et qu'est-ce qu'il y a derrière la matière. Et donc aujourd'hui, nous, on est capable de pouvoir... Pas sur tout, ce serait mentir, mais on peut répondre sur une très grosse partie des matières qu'on utilise. D'accord. Et donc on a parlé donc, de la création et ensuite vous fabriquez aussi à l'atelier les bijoux, vous fabriquez tout type de bijoux ? Absolument tout. Ouais. De la boucle d'oreille au piercing, à la chevalière armoriée, en fait, une petite partie qui va se mettre sur une dent avec un diamant. En fait, c'est ça qui est assez amusant. En fait, on a des demandes qui peuvent être complètement décalées et aussi on va s'amuser, on va se marrer. Enfin, le but c'est vous arrivez le matin, on dit on va travailler sur une pièce, c'est sympa, on n'a jamais fait ça. Donc ça peut être ou la parure ou de joaillerie. D'accord. Et vous êtes combien de salariés dans ton atelier ? Là, en fait, on est une équipe de 7. D'accord. Et on va certainement embaucher encore 1 ou 2 personnes bientôt. Là. Bon, super. Et justement, quels sont tes projets pour ta bijouterie dans les prochaines années ? Donc là, on s'agrandit. Je vais rajouter un local de plus de 80 mètres carrés. Et là, l'idée, c'est de pouvoir être complètement autonome sur certaines choses qu'on maîtrise, mais pas complètement. Et là, j'investis dans du matériel de fonte très haute dernière génération. En fait, on va pouvoir fondre des métaux autres que de l'or ou du platine. On va pouvoir travailler des aciers parce qu'on a des demandes aussi très particulières, mais ça sera en bijouterie. Donc ça, c'est une partie. Et une deuxième partie où je vais avoir 2 postes de taille de pierres précieuses. Donc ce sera inédit dans l'ouest de la France d'avoir au sein même d'un atelier de pouvoir retoucher ces pierres. Et les gens pourront voir d'ailleurs de l'extérieur comment les... Ça n'existe pas du tout dans l'ouest ? En fait, il y a des lapidaires, si vous voulez, qui travaillent chez eux et qui sont cachés, auxquels les joailliers leur envoient les pierres pour retailler, pour les retoucher. Mais au sein même d'un atelier, en fait, en général, non, c'est jamais au sein de l'atelier. Et l'idée, c'est de faire la fonte, le sertissage, la retouche des pierres, même la communication, les photographies, tout est fait sur place. Ce qui fait que ça devient presque un petit musée. C'est-à-dire que si on fait le tour d'un client, en fait, en 20 minutes, il peut voir exactement toutes les étapes. Et alors, on va s'intéresser justement au processus de création, parce qu'en fait, j'ai très envie de savoir comment est-ce que tu fais pour créer un bijou aujourd'hui. Est-ce que tu as des indispensables pour créer ? Alors, l'indispensable, d'abord, la première chose, c'est la connectivité avec la personne qui fait sa demande. Ça, c'est vraiment super important et c'est d'où la création va arriver de là. Ensuite, c'est généralement, je pars le coup de cœur d'une pierre. La pierre de Sante, s'il y a une pierre de Sante, c'est qu'est-ce que vous voulez comme couleur ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte ? Est-ce que vous voulez qu'elle vienne d'un pays particulier parce que ça va vous parler ou pas du tout ? Les gens me disent, par exemple, je veux un saphir. Je vais demander, vous voulez un saphir ou une pierre bleue ? À ce moment-là, il y a un silence et les gens disent, ah oui, il existe quoi comme pierre bleue ? Il y a plein de bleus différents. Il y a du bleu vert, du bleu qui change de couleur, qui passe du bleu au rouge. En fait, voilà. Donc ça va être la première partie. Ensuite, le coup de crayon. Le coup de crayon, c'est on a la personne en face. Et au fur et à mesure qu'on dessine, on regarde le visage de la personne qui se tend ou qui sourit. Et donc, on sait que si on tient le bon morceau. Donc, cette partie, c'est extrêmement importante et hyper intéressante, en fait. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que la personne va nous sortir un mot. Et ce mot-là, nous, on va le transformer en forme ou en couleur. Voilà. Donc, c'est intéressant. Il y a un mot-clé. Le mot. Ouais. Et on doit comprendre son langage. Chaque client a son langage. Et en fait, au bout d'un moment, quand on a discuté, on commence à... Et donc... je dis c'est un peu comme la PNL. En fait, on regarde la personne et si on voit un sourcil se monter, on dit ok, c'est pas bon, hop, on repasse. Et puis au bout d'un moment, quand il y a un petit sourire, on dit ok, c'est bon. C'est hyper intéressant en fait. Quand on commence à faire le dessin, c'est une discussion sans parole. Et on montre et la personne dit oui ou non. Après le dessin, en général, on fait une esquisse 3D pour que la personne puisse se rendre compte exactement les proportions au dixième de millimètre de ce que va être son futur bijou.
Et là, on pourra dire, en fait, vous me demandez une bague en or blanc, je peux vous proposer tout en or rose, en un clic, ou en or jaune. Et la personne peut dire, mais en fait, j'aurais pensé ça, et je trouve ça juste génial. Donc on perturbe un petit peu, sans forcer les gens, on perturbe un peu. Et ensuite, il y a tout le process de fabrication. Donc en fait, on va sortir une cire qu'on va mouler, qu'on va fondre en or, en platine, qui va être travaillée en fait après au sein de l'atelier. Et chaque petit morceau du bijou est travaillé sous binoculaire chez nous. Donc en fait, on va gratter au dixième, au demi-dixième de millimètre près pour que ça soit brillant sur des parties, par exemple, qui seront plus accessibles. On a des technologies comme le laser pour pouvoir souder avec un rayon qui fait 2/10 de millimètre. Donc on va pointer des griffes ou un chaton. Donc ce chaton, c'est une partie des griffes qui vont tenir, par exemple, une pierre de centre. Et on va choisir des axes. Et ensuite, on va terminer au chalumeau et à la brasure, jusqu'au sertissage. Donc là aussi, nous, c'est fait sur place. On a une meilleure apprentie de France en sertissage. Et donc, elle travaille sous binoculaire, pareil. Et donc, en fait, elle va positionner les diamants, les saphirs, pour ensuite faire un polissage. Et en fait, l'artisan, quel que soit l'artisan, on est toujours étonné de ce qu'on sort. Même si on sait exactement où on va. Et c'est ça le côté magique de l'artisanat. Je parle pas forcément de celui de joaillier. C'est l'artisan en général. On sait faire le dessin, on sait fabriquer. Et quand on a le résultat, on s'étonne toujours de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est l'étonnement. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours passionné. Il y a encore un effet de surprise, même à la fin, une fois Oui. la création finie, quoi. C'est intéressant. Et comment est-ce que tu ou l'équipe des artisans font pour trouver l'inspiration ? L'inspiration vient de la personne qui vous pose la question, principalement. C'est j'ai une demande, c'est pour mes 50 ans, c'est pour une naissance, quel est le prénom de votre enfant, enfin il y a toujours quelque chose qui va faire, et puis la personne va donner une couleur, elle va dire je déteste les formes rectangulaires, je vais adorer tout ce qui va avoir avec des arabesques, des volumes. Donc en fait au fur et à mesure le dessin se crée, et puis on est en permanence en train de regarder des revues, ce que font les autres aussi, c'est intéressant. Ce qui est intéressant de l'artisanat, c'est pas se croire meilleur, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus malin que vous, c'est de voir ce qui se fait autour aussi. Et est-ce qu'il y a une pierre que tu préfères travailler ? Alors moi je suis un fan de beaucoup de pierres. Les gens qui me connaissent, ils vont avoir marre d'entendre cette pierre-là, mais en fait c'est une pierre verte c'est le tsavorite, le grenade tsavorite. C'est une pierre qui a été découverte par une personne que j'ai connue. Elle l'a découverte en 72 en Afrique, au Zimbabwe. Il s'appelle le tsavorite, donc dans le parc Tsavo au Kenya, il y a des gisements extraordinaires là-bas. Et en fait, pour moi, ça remplace l'émeraude, c'est-à-dire que c'est un verre incroyable, ça brille énormément, c'est plus résistant. Mais après, j'utilise plein de pierres de toutes les couleurs, mais je ne vais pas forcément citer des pierres précieuses, en fait, parce que dans les pierres fines, qu'on appelle presque plus fines aujourd'hui, font partie des pierres précieuses, on a des pierres qui sont beaucoup plus rares que les pierres précieuses, et qui changent de couleur, par exemple. Un saphir qui va changer de couleur. Vous êtes dehors, c'est bleu, et vous rentrez, il devient rouge. Les gens ne connaissent pas. Moi, dès que je vois ce genre de pierre, j'achète. Mais pour moi, un saphir, c'est considéré comme une pierre précieuse, non ? Oui, un saphir, c'est une pierre précieuse, mais par exemple, une tourmaline chromifère ou par exemple une tourmaline Paraíba, vous n'allez pas connaître, et pourtant, c'est des pierres qui peuvent coûter plus cher que certaines autres pierres, tellement que c'est rare. Tellement c'est rare. C'est rare. Ouais. Et tes clients, ils viennent surtout chercher des pierres précieuses chez toi, ou ils viennent chercher les deux, en fait ? Les deux types de pierres. Ils viennent chercher les pierres, oui, parce qu'ils savent qu'on a une connaissance dans le domaine de la gémologie bonne dans cet univers-là. Et puis souvent, en fait, ils viennent pas forcément avec une idée hyper précise. C'est-à-dire qu'ils attendent à ce qu'on les conseille. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ils vont vous donner une couleur, ils vont donner une forme, et nous, on va leur proposer plein de choses. Et c'est l'interaction qu'il va y avoir qui va donner le résultat. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors moi, ce qui me plaît, ça reste toujours le côté discussion humain. Ça, je suis fan, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, on donne un mot et on le transforme en forme, en couleur. Ce que j'aime beaucoup aussi, moi, c'est le côté aventure, c'est-à-dire c'est partir à l'autre bout du monde, me retrouver dans des conditions auxquelles j'ai, entre guillemets, alors j'ai pas l'habitude, j'ai de plus en plus l'habitude, parce que ça fait plus de 25 ans que je voyage sur les mines. Et puis être en relation avec le mineur, c'est pouvoir expliquer encore mieux la matière à la personne qui va le porter, et qu'elle considère cette matière encore plus précieuse qu'elle ne le pense. C'est-à-dire que la personne qui est descendue à 150 mètres sous terre pour le creuser, en fait, c'était son boulot, parce qu'il n'y a que ce gisement-là, par exemple, dans la région qui va les faire vivre. Et donc, même si le mineur n'est pas au courant, en fait, de respecter cette matière-là, d'y faire attention au bijou, de ne pas l'utiliser à n'importe quel moment quand vous avez donné un choc dedans, en fait, c'est l'artisan qui va revenir dessus pour rectifier. C'est d'être conscient qu'on porte un objet qui est rare,
et qui derrière elle raconte toute une histoire. Et justement, c'est très bien, ça fait une transition parfaite avec la suite de cette interview. Je voulais qu'on parle de ton engagement. Et je voulais notamment que tu m'éclaires, parce qu'on entend parler beaucoup de dérives dans cette industrie. On a entendu parler des diamants de sang. Est-ce que tu pourrais nous raconter les problématiques qui sont identifiées dans cet univers aujourd'hui et nous expliquer un peu pourquoi toutes ces dérives? Alors en fait, il faut dire c'est que les matières précieuses, par exemple le diamant ou l'or, c'est des matières qui sont toutes petites et qui valent très cher, et pour les extraire c'est très compliqué. D'accord. Et donc, par exemple, les diamants du sang, dans les pays comme la Sierra Leone ou l'Angola, où en fait ces diamants étaient extraits du sol, étaient revendus contre des armes pour qu'ils puissent s'éliminer les uns entre les autres. Il y a des process aujourd'hui qui sont mis en place, et notamment par des ONG, en disant, si je me souviens bien, c'est le traité de Kimberley qui a été signé en 2006. Moi, j'étais justement sur les mines à ce moment-là, en disant, s'il y a des diamants qui sortent de tel pays qui est en guerre, en fait, il ne peut pas remonter jusqu'à la bourse du diamant à Tel Aviv. Et donc ça, c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe pour éviter de pouvoir faire fonctionner ce genre de mines, qui sont quand même minoritaires, faut le dire, mais en tout cas, elles existent, elles sont minoritaires. Moi, j'en ai jamais vu, parce que mon but, c'est pas non plus d'aller dans des pays en guerre, mais en fait, il faut en être conscient. Elles sont majoritairement, du coup, dans des pays en guerre, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui, par exemple, la Sierra Leone ou l'Angola, ce sont des pays qui sont plus en guerre, mais en tout cas, s'il devait y avoir à se passer quelque chose, et d'un seul coup, en fait, il y aura un veto qui serait mis sur ces exploitations-là. Et c'est intéressant, donc là, c'est pas du tout des gens qui sont liés au domaine de la joaillerie, c'est souvent des ONG qui contrôlent ça et qui alertent, en fait, ce sont des lanceurs d'alerte. Moi, de mon côté, j'essaye de m'y intéresser parce que, et c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que moi, je dis, ça fait 25 ans que je fais ça, c'est pas depuis qu'on parle du fair trade que j'ai commencé à le faire. C'est toujours été un sujet sur lequel j'ai travaillé. Et là, je reviens juste d'Amazonie. Donc j'étais sur les mines d'or et essayer de comprendre en fait le process du parcours de l'or, mais d'aller comprendre aussi la partie qui sont sur l'or clandestin, comment ça se passe, le mercure, la pollution et tout ça, de savoir comment ça se passe pour est-ce qu'on peut faire quelque chose de notre côté. Et j'ai vu une énorme évolution et des parties extrêmement intéressantes. C'est justement aujourd'hui les mines légales n'ont plus le droit d'utiliser le mercure. Moi quand j'y étais, elles avaient le droit de l'utiliser. Donc à partir de 2006, c'est devenu interdit. Et il y a une replantation des territoires. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les terrains ont été exploités, les sociétés minières rebouchent et replantent, et c'est vérifié ensuite par, pas des ONG, mais par exemple par l'ONF qui va vérifier si tout a été bien fait. Et moi, j'ai une copine qui est sur place, qui est géologue, Delphine Millot, et en fait, elle, son taf, c'est vérifier avant le terrain dans quel état il est, et après dans quel état il était rendu. Parce que là, tu nous parles d'or clandestin, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est de l'or clandestin, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont principalement des Brésiliens et des Surinamais qui traversent soit l'Oyapock du côté du Brésil ou le Maroni du côté du Suriname, et ils vont exploiter l'or guyanais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 150 ou 160 terrains exploités par des clandestins, ils sont presque plus de 10 000, et pour une tonne sortie officielle, c'est 10 tonnes qui sont volées. Et 10 tonnes qui sont volées, en fait, c'est des tonnes et des tonnes de mercure qui sont rejetées au cœur de la nature. Et donc, c'est nous, en tant que joailliers, comment on fait pour pouvoir contrôler ce genre de choses-là ? Alors, on n'est pas des héros, on n'est pas des super-héros, mais par contre, d'aller sur place, d'aller sur le terrain, c'est osé parce que c'est des terrains qui sont relativement risqués, donc on est très peu à le faire. Et j'ai trouvé une mine, j'ai eu un coup de cœur avec un patron d'une mine, parce qu'il ressemblait, moi, à l'image que je me fais de ma société. J'ai eu un coup de cœur pour ses salariés, parce qu'il y a un côté bienveillant. C'est une mine officielle, évidemment, la question ne se pose pas. Et il y a derrière, il y a une vraie éthique qui est mise en place. Donc en fait, mon métal va venir de cette mine-là. Alors tout n'est pas parfait, rien n'est parfait, hein, mais en tout cas, j'essaye de faire les choses le mieux possible, justement pour mes matières. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a un vrai enjeu sur la traçabilité de ta matière première, quoi. Il faut comprendre d'où elle vient, où elle a été sourcée, jusqu'à tout son chemin, jusqu'à ici, tes ateliers, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce que tu fais justement, toi, pour choisir tes partenaires ? Du coup, ça fait une belle transition, tu nous parlais de cette mine. Est-ce que tu as des critères spécifiques pour les choisir ou... Les critères, en fait, ça, je reviendrai toujours au même, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que j'arrive sur place, j'ai vu 7 mines, je suis arrivé avec une personne, c'était la dernière mine, et je discute avec le gars et j'ai un coup de cœur, en fait. C'est que du coup de cœur, c'est de se dire, lui correspond, j'aime bien sa façon de voir, dans son dialogue, dans sa façon. On reste 2-3 jours avec eux, il y a un moment donné où il y a
enfin, les faux semblants, ça devient compliqué. Vous êtes en plein cœur de l'Amazonie. Donc là, on dit, OK, c'est hyper intéressant. Je sens que j'ai quelqu'un qui est intéressant et qui, en plus, lui, veut échanger. Il veut dire, regardez, ça reste de l'industrie. Faut pas se dire, c'est pas Walt Disney. Il y a de la déforestation, mais derrière, les choses sont remises en place. Et l'exemple pour terminer, c'est que aujourd'hui, tout le monde porte du coton, du cuir. On a tous un iPhone. Si tout le monde se remettait en cause d'un seul coup, en fait, ce serait génial, mais ce serait presque impossible. D'accord ? Et donc, si on peut le faire sur des toutes petites parties, c'est déjà tellement bien. J'insiste dessus, mais du coup, c'est important je suis pas sûre que tout le monde ait cette connaissance-là. En fait, toi, tu te déplaces vraiment pour rencontrer tes partenaires, quoi. Moi, je me déplace. C'est-à-dire que c'est pas un coup de téléphone, c'est pas un mail. Tu passes pas par une tiers personne qui est sur place, qui va faire ce travail-là à ta place, quoi. Je me déplace à chaque fois. Ouais, c'est important, je pense, d'insister là-dessus. Et justement, donc, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Lors de tes différents voyages, tu réalises des films dont l'objectif, si j'ai bien compris, est de sensibiliser les uns et les autres à ces problématiques. Oui, c'est ça. En fait, lorsque je me déplace, c'est pour voir d'abord comment ça se passe, mais comme personne ne va sur place, mes clients vont pas avoir l'occasion de se déplacer, à moins qu'ils soient un peu aventuriers ou qu'ils aient les connaissances ou les contacts pour y aller. Eh bien, je prends une caméra et en fait, j'ai un petit studio de montage et je réalise des documentaires. Donc, le dernier que j'ai sorti, présenté au Théâtre Gralin, on a fait venir un lapidaire qui a taillé une pierre en direct devant les gens. On a fait monter une parure de joaillerie. Enfin, il y a quelque chose. Et donc, le documentaire, lui, retrace mon aventure, en fait. Donc, j'ai envie de transmettre. Et en fait, pour transmettre aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, ça reste le documentaire, l'image. Et puis, ça fait voyager. En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont juste besoin d'en rêver. Et ça fait rêver. En fait, moi, j'ai le sentiment que ces problématiques, elles ne sont pas encore installées dans toutes les consciences, notamment... je compare un peu à l'industrie textile. En fait, j'ai le sentiment que sur l'industrie textile, c'est acquis. Tout le monde sait que l'industrie textile pollue, etc. Mais est-ce que tu dirais que c'est autant le cas sur cette industrie du bijou, de la joaillerie ? Alors, ce qu'il faut se dire qu'en fait, l'industrie du bijou, qui achète 0,2 g de carat de diamant par an, en fait, c'est minime. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une industrie qui est toute petite, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste qui achète, je sais pas, 4-5 vêtements ou 10 vêtements par an. En fait, c'est beaucoup plus commun d'acheter un carat par an. En fait, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est pas pour minimiser le côté pollution, mais en fait, c'est pas une industrie qui est extrêmement consommatrice de pollution. Mais par contre, comme il faut en être juste conscient, c'est-à-dire que c'est ce que je dis, dès qu'on est conscient des choses, on essaie de les améliorer. Et je suis pas un vacantiste là-dessus, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qui peut être modifiable dans le côté bonne chose, à ce moment-là, on le fait immédiatement. Et est-ce que tu sensibilises tes clients lors d'échanges avec eux sur ces problématiques-là ou tu rentres pas du tout dans ces sujets ? En fait, les gens viennent nous voir aussi pour ça. D'accord. C'est-à-dire que je suis pas, j'ai pas une étiquette écologiste ou une étiquette où je vais être sur le terrain pour revendiquer et essayer de convaincre les autres. En fait, c'est pas du tout mon rôle. Moi, juste ce que je fais, c'est que je le fais avec passion. Je dis juste ce que je fais. Je ne fais pas tout bien, mais par contre, ce que je fais bien, les gens viennent le rechercher en disant en fait, ce que vous faites, ça m'intéresse parce que je suis sensible à ça. Mais derrière, dès qu'on peut modifier quelque chose. Même au sein d'ateliers, il y a des produits, j'ai retiré immédiatement, j'ai su qu'il y avait une nouvelle chose, je suis tout le temps à l'écoute de ce qui se fait. Ce ne sera jamais parfait, mais en tout cas, ce sera mieux. Et comment est-ce que tu sensibilises tes équipes sur ces sujets ? On est tout le temps en train de discuter ensemble. On est une équipe hyper soudée. C'est-à-dire que tous les matins, on s'arrête, on discute pendant 10 minutes, un quart d'heure ensemble, on prend tous un petit thé ou un petit café ensemble. Et chacun raconte soit son week-end, soit les projets. En fait, il faut dans une société que les salariés soient heureux de venir. Et s'ils viennent avec une boule au ventre, c'est que vous avez raté. En tant que gérant, c'est que vous êtes planté quelque part. Ou le jour où ils ont une boule au ventre, il faut qu'ils viennent vous voir, où vous avez la capacité de détecter la personne. Non, il y a un truc qui ne va pas, il faut que j'aille le voir. Et donc, en fait, on discute en permanence. Et ils me suivent en fait, et c'est super agréable d'avoir des salariés en disant Raphaël, on peut pas te suivre en Guyane, on adorait, mais en fait le projet, oui, ça nous intéresse parce que ça nous touche, et eux ils sont porteurs aussi de cette nouvelle-là en fait. On va s'intéresser à Nantes, puisque tu es nantais d'origine, tu le disais. Tu as développé cette bijouterie, donc Griffon ici, même si tu as aussi ton atelier à Paris. Alors qu'est-ce que tu apprécies toi dans le fait de travailler à Nantes ? Nantes, moi je trouve que c'est une dimension d'une ville qui est parfaite
entre le côté moderne et la campagne autour. Moi, j'adore la campagne, et donc il y a la mer à la campagne. C'est une ville où j'ai fait toutes mes armes, j'ai fait toutes mes soirées, mes sorties à Nantes. Donc en fait, j'ai un réseau qui, au bout d'un moment, s'est dispatché un peu partout en France, même au monde. Et puis en fait, les gens reviennent tous à Nantes. C'est assez amusant en fait. Les copains qui étaient sur Paris ou même pas mal à l'étranger, premier ou deuxième enfant, en fait, ils reviennent à Nantes parce que c'est une ville qui est relativement apaisée, qui est relativement calme. Au plan culturel, c'est énorme. Ce qui est investi en investissement culturel, c'est juste énorme. Il y a énormément de choses à voir. Et puis, il y a une météo relativement agréable. Alors, même si moi, j'aime bien la Caraïbe, si j'aime bien les pays chauds, il y a une météo qui est plutôt sympa. Et puis, et on la voit bouger en permanence, en fait. On voit les gens qui arrivent. Souvent, c'est assez amusant quand je demande aux clients, vous venez d'où? Et ils me disent, avec une toute petite voix, j'arrive de Paris. Mais je dis, mais c'est juste génial, en fait. Parce que vous nous apportez, il y a quelque chose, il y a un échange qui va être fait. Soit sur un métier qui n'est pas très développé à Nantes, et ils disent je vais développer telle chose. En fait, c'est aussi intéressant pour ça. Et on n'en a pas parlé, ton atelier, donc, il est situé rue de Roi Albert, dans le quartier cathédrale. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet emplacement? En fait, c'est un super hasard. C'est-à-dire que j'ai un confrère joaillier, et quand j'allais arriver chez lui, ça me faisait complètement rêver. Je dis waouh, moi j'avais un petit atelier de 25 ou 30 mètres carrés. Et je vais jamais me balader, c'était en plein hiver, je vais à côté de la cathédrale, je descends une rue et je vois ce local-là qui était allumé. Et je frappe à côté, je vais demander, je demande, et en fait c'était le propriétaire qui est à côté qui me dit en fait je vends le local. Ah ouais, super opportunité. Et donc et je me suis dit ok, j'achète. Et là ce deuxième local, c'était mon voisin à côté qui lui a déménagé. Et donc je m'agrandis comme ça, et c'est un quartier extrêmement agréable, c'est historique, j'ai avec le sourire, on a la cathédrale à côté, on a la préfecture, ça fait un petit côté parisien, quand on se tourne à droite à gauche, on a des jolis bâtiments, on est dans un super quartier. Et qu'est-ce que tu aimes faire justement à Nantes? À Nantes, oh là là, je peux parler de toutes mes passions, mais par exemple, je suis un fan de pilotage, donc je vais aller piloter régulièrement, alors un peu moins actuellement sur l'aéroport. J'ai monté avec des copains une société où on fait de l'instruction de survie, c'est-à-dire qu'on forme des gens à partir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire que vous décidez de faire un parcours, traverser l'Afrique ou l'Amazonie, en fait on vous donne des bases de survie. Alors c'est pas du tout du Koh-Lanta, c'est pas du tout militaire, ça rien, c'est juste des techniques en fait pointues. On est trois, on est une équipe de 3. Donc ça, j'adore faire ça, j'adore jouer au piano. Enfin, je bouge beaucoup en fait. Et est-ce que tu as des bonnes adresses à partager, des bonnes adresses nantaises? Ah, les bonnes adresses. Par exemple, en restauration, j'ai une bonne adresse que j'adore, c'est Lulu Rouget, par exemple. C'est un copain, Ludovic Pouzel, qui vient d'avoir qui a eu sa première étoile il y a un an. Ouais. Des bonnes adresses. Après, j'aime bien les petits bars, par exemple sur le bord de l'Erdre. Là, c'est une petite péniche qui est ouverte en été. Ça, je trouve ça hyper sympa parce qu'en fait, il y a tout un univers où c'est les étudiants ou les jeunes adultes ou les plus vieux qui viennent prendre un petit verre. Donc ça, c'est assez sympa avec les canards. Très bien, merci Raphaël en tout cas pour cet échange. C'est très intéressant. Et bravo pour cette belle bijouterie. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que notre discussion avec Raphaël vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. Et puis je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.